Histoire Géo au tableau te parle aujourd'hui du continent africain face au développement et à la mondialisation. Alors, souvent quand on pense à l'Afrique, viennent en tête l'un ou l'autre des deux clichés que vous avez sous les yeux, hein. Soit la guerre, la famine, des enfants squelettiques, des cortèges de réfugiés, bref, un condensé de la pauvreté, hein. C'est une représentation qui est construite sur la colonisation et puis sur l'action humanitaire qui a suivi. Ou alors l'image de droite, l'image des dépliants touristiques, hein, de grandes réserves naturelles, des eaux à ciel ouvert. L'Afrique serait un paradis de nature vierge, loin de la civilisation. Alors, aucune de ces deux images n'est totalement fausse, pardon, mais ce ne sont que des clichés, bien sûr. C'est bien éloigné de la réalité géographique de l'Afrique, qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus contrastée. Hein, c'est le but ici d'étudier toute cette diversité avec les outils de la géographie et les évolutions récentes du monde. Or, l'évolution majeure récente, hein, telle qu'on a pu l'exposer dans les chapitres précédents, c'est la mondialisation. Donc le propos ici sera d'étudier comment l'Afrique, et malgré ses difficultés, est également partie prenante de cette globalisation. En clair, la problématique telle que vous pourriez l'exposer dans une composition, c'est: l'Afrique est-elle condamnée finalement à rester une marge de la mondialisation, hein, avec une interrogation bien évidemment. Et pour y répondre, nous allons développer un plan en trois parties. Hein, nous verrons tout d'abord dans une première partie, hein, que oui, effectivement, l'Afrique est en crise. Il y a même des crises multiples qui gênent son développement. Puis, dans une seconde partie, nous verrons néanmoins l'émergence, hein, d'une Afrique qui s'insère de plus en plus dans la mondialisation. Mais néanmoins, dans la troisième partie, nous essaierons de dégager quelques-uns des nombreux défis, hein, qui restent posés au continent africain pour asseoir son développement et pour s'insérer dans la mondialisation. Voilà, donc le grand 1, hein, que l'on va intituler donc une Afrique en crise, ou l'Afrique en crise, plus exactement. Voilà, donc l'Afrique en crise. Et dans la première partie, nous allons essayer de voir un petit peu mieux pourquoi est-ce qu'on appelle parfois ce continent la périphérie de la mondialisation. Alors, c'est vrai que l'Afrique a un poids très faible, hein, dans la production et dans les échanges mondiaux. On estime que le PIB de l'ensemble du continent africain équivaut à celui de l'agglomération de Tokyo. On peut le voir sur cette carte, hein, qu'on a déjà étudiée, qui reflète les échanges commerciaux à l'échelle mondiale. Hein, vous voyez très bien comment l'Afrique, avec ses 363 milliards de dollars, pèse pour très peu dans la totalité des échanges mondiaux. Hein, pour être plus précis, ces échanges représentent 3% de la totalité mondiale. Un autre chiffre pour l'illustrer, vous savez, les IDE à destination de l'Afrique, ces investissements directs étrangers qui sont révélateurs de l'attractivité d'une région, eh bien les IDE en Afrique équivalent à 2% du stock mondial d'IDE. Voilà, hein, ces quelques chiffres suffisent à expliquer pourquoi on dit souvent que cette Afrique est une périphérie. L'Afrique exporte surtout des matières premières, hein, les trois quarts de ses exportations sont constituées de matières premières, parce qu'elle dispose de ressources naturelles, d'innombrables richesses qui continuent à susciter des convoitises, hein, qu'il s'agisse de pétrole, de gaz, mais aussi d'or, de diamants, de bois tropicaux et puis de nombreux minerais rares qui servent en particulier dans les nouvelles technologies. Et certains pays sont assis sur de formidables gisements, par exemple pour le pétrole, on peut citer l'Angola l'Angola, ou le Nigeria. Hein. On peut citer également, par exemple, la Sierra Leone, qui est un pays qui est parmi les principaux producteurs mondiaux de diamants. Voilà, donc tout ceci, hein, ces exportations de matières premières mettent en place ce qu'on appelle parfois une économie de rente. Voilà, c'est-à-dire que, hein, les rentrées d'argent du pays sont soumises à l'extraction de ces ressources naturelles. Il s'agit, et là la carte, hein, que vous avez encore sous les yeux en rend bien compte, hein, vous voyez qu'on précise en orange sur cette carte la part des échanges destinés aux autres régions. Et contrairement à l'Asie, et puis plus encore à l'Europe, hein, on voit très bien que l'économie de l'Afrique repose beaucoup sur l'exportation vers d'autres zones. Hein. On parle à ce propos, le terme on l'a déjà utilisé, d'une économie extravertie. Donc
tournée vers l'extérieur, eh bien cette économie extravertie a la caractéristique d'être fragile, car elle est très vulnérable aux variations des cours mondiaux et aux variations d'activité des pays acheteurs. Et par ailleurs, cette richesse n'a pas suscité le développement, mais plutôt la corruption, le gaspillage, ce qui fait qu'on parle parfois, l'expression on pourrait la retenir à propos de l'Afrique, d'un continent riche peuplé de pauvres. Voilà, peuplé de pauvres, parce que c'est une des caractéristiques de cette Afrique qu'on va évoquer dans le grand B, ce qu'on pourrait appeler le mal développement. Donc mal développement qui s'exprime à différents niveaux. La situation est préoccupante et cette situation s'aggrave. On estime qu'en 1980, l'Afrique comptait un pauvre sur 10. Voilà, un pauvre sur 10 était africain. Et qu'en 2000, cette proportion a augmenté puisque un pauvre sur 3 aujourd'hui est africain. Juste que quelques indicateurs pour rendre compte de cette situation. La pauvreté monétaire par exemple, telle que la calcule la Banque mondiale, eh bien aujourd'hui c'est un Africain sur 2 quasiment, presque 500 millions d'Africains qui est dans cette situation de pauvreté monétaire. Cela dit, une remarque qui vaudra pour beaucoup des statistiques qui seront annoncées ici. Il faut relativiser le poids de ces statistiques, comme le disent les Africains. D'ailleurs, si les statistiques étaient exactes, nous serions tous morts depuis longtemps. Tout ça permet de souligner le poids très important de ce qu'on appelle l'économie informelle ou souterraine. On estime que cette économie représente dans certains endroits 2/3 de l'économie totale. Donc 2/3 pour cette économie informelle, qui n'est pas donc déclarée dans les statistiques publiques et qui permet néanmoins à de très nombreux d'Africains. Voilà. Ceci étant dit, la situation est difficile pour beaucoup d'Africains, en particulier la population des bidonvilles ou pour les ruraux qui sont sans débouché économique. On estime que le quart de la population est en situation de sous-alimentation. La mortalité infantile est de très loin la plus élevée du monde. Elle est autour de 70 pour 1000. C'est-à-dire que sur 1000 naissances, une année, on compte 70 enfants jeunes qui meurent. On peut prendre également un exemple révélateur pour évoquer cette situation de mal développement qui est celui de l'état sanitaire des populations et en particulier en lien avec le sida. Puisque cette maladie touche énormément l'Afrique. Aujourd'hui, 2/3 des malades du sida dans le monde sont des Africains. Alors que l'Afrique représente 13% de la population mondiale. Regardez ce document qui précise les conséquences démographiques de cette pandémie du sida dans un pays qui est parmi les plus touchés au monde, qui est en Afrique australe, qui s'appelle le Botswana. Voilà. Donc, vous voyez, au Botswana, voici la projection en bleu de la population du Botswana telle qu'elle sera en 2020. Et vous voyez toute la partie rose qui correspond au déficit démographique lié au sida. Donc ça grève considérablement les perspectives démographiques de ce pays. On le voit en particulier dans les populations dites actives et même chez les populations très jeunes. Vous voyez que la base de cette pyramide est très étroite alors qu'elle devrait être beaucoup plus large. Et puis on constate aussi à propos du sida, vous voyez, cette différence entre les hommes et les femmes. On voit bien sur cette pyramide que les femmes sont beaucoup plus touchées par cette maladie. Alors les causes de cette pandémie de sida en Afrique, elles illustrent le mal développement en Afrique. D'abord la carence des structures de soins, les difficultés d'accès aux médicaments, l'ignorance aussi liée à un manque d'éducation, à l'analphabétisation, et puis aussi les troubles civils qui ont diffusé la maladie via les viols, qui sont souvent considérés comme une arme de guerre, et puis la propagation de la maladie par les déplacements forcés des réfugiés. Et cet exemple mis en lien avec les troubles civils va nous permettre d'aborder dans le dernier point pour faire un état des lieux de cette Afrique, le grand C, on va parler d'un continent instable sur le plan géopolitique. Voilà. Un continent instable. Oui, l'Afrique est en état d'insécurité sur fond de crise économique et politique. Ceci était particulièrement vrai pendant toute la décennie des années 1990. Vous pourrez retenir l'expression à propos de ces années, on a pu parler pour l'Afrique de la décennie du chaos, pour dire à quel point
la situation était dramatique. En gros, entre la fin de la guerre froide, 1991 et 2001, on peut dire de l'Afrique que c'est un peu l'angle mort de la diplomatie mondiale. Le continent est laissé à lui-même. Dans cette décennie, 35 pays sur les 53 que compte l'Afrique ont connu une situation de guerre civile. Jetons maintenant un œil sur une carte qui va nous permettre de préciser cette situation. Sur cette carte, les petits symboles rouges, comme celui-ci, représentent donc tous les endroits où se sont déroulés des conflits jusqu'au milieu des années 2000. Et on voit que peu de pays africains ont été épargnés. C'est particulièrement vrai dans la zone de l'Afrique subsaharienne, dorénavant on appellera SS, au sud du Sahara donc. Ces conflits ont entraîné énormément de réfugiés. Les réfugiés, c'est ce qui sur la carte apparaît sous la forme de ces cercles bleus. Et on voit là aussi que l'Afrique subsaharienne, l'Afrique orientale aussi est particulièrement touchée. Ces réfugiés, donc, ils sont pris en charge par l'aide humanitaire, souvent contenus dans des camps et qui vivent dans des situations très précaires. Et puis enfin, on peut remarquer aussi sur cette carte, à l'aide des aplats de couleurs, qui représentent des phénomènes de sous-nutrition, plus ou moins graves. Le rouge le plus fort représentant carrément des zones de famine. Eh bien, on voit bien sûr le lien qui existe entre la guerre et la malnutrition, ou plus encore entre la guerre et les famines. Alors, ces conflits sont toujours d'actualité dans des pays comme la Somalie par exemple. Ici, c'est vrai également dans la région du Soudan, dans la région du Tchad. Mais globalement, on peut considérer que la situation s'améliore depuis le début des années 2000. Il faut dire qu'il y a eu des actions vigoureuses des États-Unis après le 11 septembre pour rétablir la sécurité mondiale. Et puis également l'intérêt stratégique pour les ressources de l'Afrique, d'où des médiations internationales qui ont ramené la paix dans beaucoup d'endroits et la reprise de coopération mondiale. Voilà, et ce qui fait que tout cela fait qu'une nouvelle Afrique émerge, c'est ce qu'on va essayer d'évoquer maintenant dans le Grand 2, donc, comment pourtant donc une nouvelle Afrique émerge aujourd'hui et s'insère de mieux en mieux dans la mondialisation. Voilà. D'abord, on va voir que le continent, dans le petit a, que le continent renoue avec la croissance. Voilà. Continent qui renoue avec la croissance, puisque dans la décennie 2000, il y a une très forte croissance économique. La progression moyenne du PIB à l'échelle du continent africain était de l'ordre de 4% par an, avec l'émergence d'une classe moyenne. On estime qu'aujourd'hui, cette classe moyenne africaine regroupe environ 300 millions de personnes. 300 millions de personnes donc solvables, avec des envies de consommer, donc qui génèrent un nouveau marché. Et on pourrait prendre un exemple plus précis pour évoquer le renouvellement de cette croissance en Afrique, qui est celui des télécommunications, puisque cette révolution, on peut véritablement utiliser le terme ici, est spectaculaire en Afrique. Ça montre la capacité des Africains aussi à sauter des étapes technologiques et à entrer directement dans la modernité. Voici un document pour l'illustrer tout de suite. Ces histogrammes présentent donc l'évolution du téléphone portable en Afrique et du taux de pénétration de la téléphonie mobile sur le continent. Eh bien, l'Afrique, c'est le continent qui enregistre le plus fort taux de croissance au monde. Le nombre d'abonnés, on le voit ici, depuis le début des années 2000, a progressé d'environ 20% par an durant toute cette décennie. On voit que le téléphone portable était très très marginal en 2000 et comment aujourd'hui en 2015 on estime qu'il y a pratiquement 1 milliard d'abonnements au téléphone mobile en Afrique. En clair, en 10 ans, on est passé d'une quasi-absence de téléphone, y compris de téléphone fixe d'ailleurs dans beaucoup d'endroits, à une véritable frénésie du portable. Et cela a entraîné une vraie révolution. En particulier, on parle à propos de l'Afrique de mobile banking, pour évoquer comment de très nombreux Africains peuvent réaliser des opérations bancaires via leur téléphone. Bon nombre d'Africains qui ne disposaient même pas d'un compte en banque avant l'introduction du téléphone. Ça permet en particulier, par exemple, l'extension de ce qu'on appelle le microcrédit, qui permet à des populations
DNB de ressources, néanmoins, d'emprunter quelque argent pour se lancer dans de petits projets. Ce téléphone permet également à des paysans reculés dans la brousse de consulter les cours mondiaux des produits agricoles, par exemple, d'avoir également des conseils de santé, de promouvoir l'éducation. Donc c'est un atout, une chance, et c'est bien révélateur de la vitesse à laquelle l'Afrique s'est convertie au téléphone portable, sans compter que cela génère en plus de la richesse. On estime que la téléphonie mobile et toutes les nouvelles technologies de l'information et de la communication comptent aujourd'hui pour 4,4% du PIB africain, permettent également l'emploi de 3,5 millions de personnes qui travaillent pour le compte de ce secteur. Donc c'est beaucoup plus qu'un phénomène de société, c'est tout à fait révélateur de cette nouvelle croissance qui touche l'Afrique. Et on va voir maintenant dans ce grand B que ce continent est de plus en plus attractif au niveau mondial, ce qui révèle aussi donc son insertion dans la mondialisation. Donc les firmes transnationales s'intéressent de très près à l'Afrique, celles qui sont à la recherche de nouveaux marchés. On évoquait tout à l'heure cette classe moyenne grandissante qui sont aussi des consommateurs. Mais au-delà de ça, l'Afrique reste aussi très attractive pour ses ressources énergétiques, minières, agricoles. On peut noter néanmoins que l'influence des anciens pays colonisateurs, donc européens pour l'essentiel, décroît, mais que néanmoins le continent africain est un enjeu majeur pour les États-Unis. On peut parler d'ailleurs à propos de l'intérêt des États-Unis pour l'Afrique de diplomatie énergétique. Diplomatie énergétique, c'est-à-dire en clair que l'intérêt des États-Unis est lié aussi à toutes ces ressources en hydrocarbures présentes sur le continent africain. Et puis il faut citer également les pays émergents qui sont à la recherche de fournisseurs de matières premières et qui s'intéressent de très près à l'Afrique. Alors parmi les pays émergents, bien sûr, la Chine. La Chine, premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 2010. Et on voit sur cette caricature qui montre l'Afrique comme un immense réservoir qui servirait à alimenter l'usine du monde, qui est la Chine. Mais on peut aussi voir sur cette caricature, vous le voyez ici, là, avec ce pont symbolique entre les deux pays, que cette coopération fait aussi que de très nombreux Chinois s'installent en Afrique, soit comme représentants des firmes transnationales, soit comme experts pour les nombreux chantiers que la Chine a lancés sur le continent africain, des techniciens, des commerçants également. On évoque parfois à propos de ces liens privilégiés qui aujourd'hui unissent ce grand pays émergent qu'est la Chine à l'Afrique, de Chine-Afrique. Chine-Afrique, voilà un mot valise qui s'inspire d'ailleurs d'une autre expression qui est la France-Afrique, qui a longtemps été utilisée pour qualifier ces rapports privilégiés et souvent un peu douteux qui ont uni la France à ses anciennes colonies après leurs indépendances en 1960. Voilà, alors donc les Chinois qui sont très très présents et très intéressés par la Chine aujourd'hui, mais c'est vrai également d'un autre grand pays émergent comme l'Inde, qui s'intéresse en particulier à la partie orientale de l'Afrique, qui est face à l'Inde, de l'autre côté de l'océan Indien, avec laquelle l'Inde a entretenu des rapports historiques, et puis citer également des pays comme le Brésil, ou même comme la Turquie, d'autres pays émergents qui de plus en plus s'intéressent aux ressources et au potentiel de développement que représente ce continent africain. Bien, à propos de cette attractivité de l'Afrique, on peut citer également une autre forme d'attractivité qui est l'accaparement de terres. On utilise souvent l'expression anglo-saxonne de land grabbing, G-R-A-2-B, to grab, c'est saisir en anglais, qui consiste en fait pour certains pays émergents qui ne sont pas autosuffisants sur le plan alimentaire, d'acheter ou de louer des terres pour leur propre production alimentaire. Et de nombreuses terres sont ainsi achetées sur le continent africain par des pays comme la Corée, ou comme la Corée du Sud, ou comme la Chine. Et ça révèle aussi malgré tout la pauvreté et puis la dépendance de certains pays africains. Certains pays africains, mais pas tous, et de moins en moins, dans le grand C, autour de ce dynamisme de la Chine, nous allons évoquer maintenant ce qu'on appelle parfois, entre guillemets, les lions africains. Voilà.
Alors, lions africains. Bon, on est bien loin des réserves naturelles de la savane lorsqu'on évoque ça. Hein. Il s'agit ici de pays qui émergent. On a repris cette expression comme on parle parfois de tigres à propos des pays émergents de l'Asie. Pour l'expliquer, revenons sur l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'on évoquait tout à l'heure. Nous disions, et c'est une réalité, que le téléphone mobile a provoqué une révolution spectaculaire dans ce pays. Pour le nuancer un petit peu, vous pouvez noter que 25 pays à eux seuls, sur la cinquantaine de pays que compte l'Afrique, comptabilisent 91% des connexions. Donc ça montre bien néanmoins le déséquilibre et comment certains pays africains tirent mieux leur épingle du jeu de cette insertion dans la mondialisation. Donc cette expression de lions africains, qui est certainement plus médiatique que géographique, permet quand même de souligner comment ces dernières années, donc, certains pays ont connu un essor particulier. Et parmi ces pays, certainement que les deux plus dynamiques sont l'Afrique du Sud, Afrique australe, tout à fait à la pointe, et puis le Nigeria, dans le golfe de Guinée. Voilà, ce sont les deux grands pôles économiques et financiers du continent. Vous pouvez juger sur le petit graphique qui vient de s'afficher et qui précise le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat de quelques pays africains, l'extraordinaire diversité des situations de richesse entre donc les PMA, les pays les moins avancés, tout en bas ici, et puis quelques-uns des pays qui ont les PIB par habitant les plus élevés. Donc on y retrouve l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie, l'Angola. En clair, on retrouve la prédominance de l'Afrique australe, donc de l'Afrique du Sud, dans ce classement des revenus par habitant. Néanmoins, dans l'ensemble de l'Afrique, on considère qu'il y a à peu près 8-10 pays qui s'insèrent dans la mondialisation, qui pourraient faire partie de cette catégorie un peu évasive de lions africains. En tout cas, sur les 10 pays qui ont connu la plus forte croissance économique ces dernières années, 6 se trouvent en Afrique. On parlait tout à l'heure du Nigeria, sa croissance économique moyenne depuis quelques années est de 7,4%. Ce qui est tout à fait extraordinaire. La Côte d'Ivoire est à 8,5% actuellement, et qu'il y a 8 lions africains qui affichent aujourd'hui un revenu par habitant qui est autour de 10 000 dollars par an, c'est-à-dire plus que celui des BRICS en général, c'est ce groupe des pays émergents. Voilà, donc le Nigeria, je disais, l'Afrique du Sud, il faut aussi insister sur l'importance économique de ce pays à l'échelle du continent, puisque l'Afrique du Sud à elle seule représente le quart, 25% de la totalité du PIB de l'Afrique. Voilà, donc à l'évocation de cette deuxième partie, vous voyez, on pourrait penser que ça y est, l'Afrique semble avoir tourné le dos à un cycle de misère, de pauvreté, de violence. Néanmoins, il faut relativiser, ce décollage reste pour l'instant fragile et il reste à l'Afrique à relever encore de très nombreux défis pour une insertion correcte dans la mondialisation. Et ça va être l'objet de la troisième partie de ce chapitre, d'évoquer maintenant donc de nombreux défis qui restent à relever. Nombreux défis à relever. Et on va classer cette troisième et dernière partie en deux sous-parties. Nous allons d'abord voir dans un grand tas ce qu'on va appeler le défi du développement humain, de manière assez générale. Alors le défi du développement humain, eh bien, c'est avant tout un défi démographique. Aujourd'hui, l'Afrique, on a déjà eu l'occasion de le dire, près d'1 milliard d'habitants. C'est déjà le deuxième continent le plus peuplé, avec une population qui a été multipliée par 5 depuis 1950, donc qui a connu un accroissement déjà extraordinaire, mais qui n'est pas terminé, loin de là. Voici une petite carte pour juger des projections démographiques à venir de l'Afrique. On va s'intéresser sur ce document au cercle, et comprenez que le cercle orange correspond à la population en 2015 de l'Afrique, tandis que le cercle rouge qui s'inscrit au-dessus correspond à la projection de population pour 2050. Et vous voyez que de très nombreux pays vont
tout simplement doubler leur population en l'espace de quelques décennies. Alors cette situation est contrastée, hein. Remarquez comment en Afrique du Nord, hein, au nord du Sahara, l'évolution démographique à venir est relativement modeste et qu'elle est beaucoup plus importante d'une manière générale en Afrique subsaharienne. Regardez un pays comme le Nigeria par exemple, qui est déjà le géant démographique de l'Afrique aujourd'hui, hein, presque le quart de la population du continent, et qui va voir sa population croître dans les années à venir de manière considérable. À l'échelle de tout le continent, on estime qu'en 2050, la population de l'Afrique sera de l'ordre de 2 milliards d'habitants. Donc, en clair, une population qui va doubler d'ici à 2050. Et sur ces 2 milliards, il y en aura 1,8 milliard, donc une grande partie, qui se trouvera en Afrique subsaharienne. Le géant démographique du Nigeria, on le citait, hein, en gros l'Afrique comptera en 2050 3 des 10 pays les plus peuplés du monde. Alors, ces perspectives démographiques sont un véritable défi, hein, parce que ça suppose d'assurer pour cette population grandissante l'accès aux soins, à la santé, à l'emploi, au logement. C'est également, et il faut le souligner ici, un véritable défi environnemental. Ce sera l'occasion d'évoquer un petit peu aussi ces perspectives environnementales pour l'Afrique, parce que déjà la pauvreté en tant que telle fait que ces populations sont plus vulnérables, hein, aux sécheresses, aux inondations, et puis surtout la pression de cette population croissante sur des milieux fragiles va avoir des conséquences. On peut citer par exemple la désertification dans la région du Sahel, au sud du Sahara. Autre défi en lien avec cette croissance démographique, eh bien, c'est le défi urbain pour l'Afrique. Le défi de cette population qui habite en ville et qui est de plus en plus nombreuse. On parlait tout à l'heure d'une population multipliée par 5 depuis 1950. Eh bien, la population qui vit en ville depuis 1950 toujours a été, elle, multipliée par 13. On voit l'apparition d'immenses villes, de grandes mégapoles, hein, comme on les appelle en géographie, ces villes qui font plus de 8 millions d'habitants, qui sont souvent très étalées dans l'espace, sont des villes horizontales, avec des bidonvilles nombreux, des problèmes multiples de transport, de pollution, de santé publique. Donc comment accueillir une population qui grandit et qui sera de plus en plus urbaine? Voici ce défi, auquel s'ajoute enfin un défi social, hein, à savoir comment répondre aux besoins et aux envies aussi d'une population très jeune. L'âge médian en Afrique, l'âge médian en Afrique centrale aujourd'hui est de 17 ans. Une grande partie de la population, donc est excessivement jeune. Cela explique les migrations économiques, hein, qui se sont considérablement accélérées vers les pays du Nord, bien sûr, mais aussi entre le Sud et le Nord du Sahara, on en a parlé dans l'étude de cas, et puis également depuis l'Afrique centrale vers l'Afrique du Sud, hein, région plus dynamique. Alors, ces multiples migrations, au-delà des drames humains terribles, hein, qu'elles génèrent, sont aussi une entrave pour le développement du continent. On peut évoquer ici ce qu'on appelle, c'est parfois le brain drain, la fuite des cerveaux. Nous l'avons vu à propos de la mondialisation, qui fait que des personnes, parfois au niveau de compétences et d'éducation importantes, quittent le continent et ne participent pas à son développement. L'exemple suivant est illustrateur. On estime qu'il y a plus de médecins africains dans l'ensemble des pays du Nord aujourd'hui qu'il n'y en a sur la totalité du continent africain. Voilà, donc vous avez vu comment ces défis aujourd'hui sont nombreux, mais ils sont peut-être plus nombreux encore dans le champ politique. Ce sera l'objet de cette dernière sous-partie que l'on va appeler donc le défi de l'intégration politique. Donc, défi de l'intégration politique. Voilà, alors la crise de l'Afrique est avant tout une crise de l'État. Hein, ça c'est quelque chose déjà qu'il faut bien comprendre. Voilà, une crise de l'État qu'il faut relier à cette décennie du chaos, hein, que nous évoquions tout à l'heure, à savoir que des États qui
ont souvent été dans le courant des années 80 très endettés par l'effondrement des cours des matières premières, n'ont plus les moyens d'assurer les services publics, et puis sur ce se greffe de la corruption, des tensions ethniques dans beaucoup de pays, et c'est tout ceci qui est à l'origine de cette guerre civile. Alors, c'est mieux aujourd'hui, hein, on le disait, même s'il reste beaucoup de régimes autoritaires en Afrique, et puis même si la corruption, hein, qu'il faudra bien signaler, est très importante, ainsi que le clientélisme. Voilà, le clientélisme, c'est le fait lorsque le pouvoir, hein, favorise une certaine catégorie de population au sein du pays, et c'est vrai dans le cadre de relations ethniques tendues. Donc tout cela se poursuit dans beaucoup de pays. Citez également le déficit de démocratie, hein, malgré les printemps arabes, hein, qui en 2011 ont touché certains des pays africains au nord du Sahara. Eh bien, voilà, hein, la démocratie est encore loin d'être un système politique partagé par le continent africain. Et cette carence d'État, précisément, explique en partie la division de l'Afrique, hein, plutôt qu'une Afrique, on pourrait parler des Afriques au pluriel, la persistance des rivalités régionales, le nationalisme. Un chiffre, hein, pour illustrer ceci, on estime aujourd'hui qu'il y a environ 200, vous avez bien entendu, 200 organisations régionales différentes qui, dans des domaines très divers, se partagent le continent africain. Et bien, voilà, elles sont censées, ces organisations, favoriser l'intégration régionale. Mais leur seul nombre est un indice, hein, de leur échec. Voici maintenant une carte des différentes organisations régionales qui existent en Afrique. Alors sans entrer dans le détail de chacune de ces organisations, hein, on peut juger à l'échelle du continent par cette véritable mosaïque, hein, où chaque couleur représente une organisation régionale, plus les petits liserés qui en entourent certaines. Bref, hein, on peut constater donc le manque de liens commerciaux intra-africains, les difficultés à se fédérer au sein d'organisations efficaces. C'est vrai que l'Afrique reste plus tournée vers l'extérieur, on parlait tout à l'heure d'économie extravertie, que vers son continent. Deux chiffres pour l'illustrer, aujourd'hui c'est 35% des échanges de l'Afrique qui se font avec l'Union européenne, alors que les échanges pour les pays africains entre eux ne représentent que 8% du total des échanges. Voilà, 8% c'est les pays africains entre eux. Donc hein, ça révèle tous les progrès que les pays africains ont à faire pour s'intégrer et pour mieux échanger entre eux. Alors certes, sur cette carte, il y a quelques institutions qui sont plus avancées que d'autres, hein. Alors on ne va pas évidemment toutes les citer, mais en voilà quelques-unes, hein. L'UMA, donc UMA, qui est donc l'Union du Maghreb arabe. On peut citer également la CEDEAO, voilà, CEDEAO, qui est la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, voilà, ou encore pour l'Afrique australe, hein, on peut citer la SADC, qui est la Southern African Development Community. Mais dans tous les cas, hein, aucune de ces organisations n'a réussi à créer aujourd'hui un véritable marché commun à l'échelle de l'Afrique, et c'est un défi majeur pour l'avenir de ce pays. Alors, pour conclure, on a vu, hein, comment la problématique du développement africain et de son insertion dans la mondialisation s'inscrit entre les difficultés de la situation socio-économique, hein, où la forte croissance démographique rend les défis à relever plus coûteux et plus compliqués, et puis d'autre part cette réalité d'un continent qui conserve toutes ses chances, hein, grâce en particulier à sa population jeune, dynamique, grâce aussi à des réserves naturelles considérables, et puis au potentiel agricole de terres qui sont encore peu exploitées. Bref, on peut dire à propos de l'Afrique, hein, qu'il s'agit d'un continent pionnier, voilà, hein, pionnier, où tout est à faire en clair. Et voilà pourquoi on pourrait terminer en disant à son propos qu'elle est aujourd'hui une réserve de développement.